Chers amis de Point de Vue, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Point de Vue. Je suis Laurent Monti et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver à l'occasion de ce nouveau numéro de Point de Vue. Souvenez-vous, Point de Vue, c'est votre rubrique de décryptage de l'actualité africaine. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois sur notre plateau, l'immense plaisir de recevoir M. Uriel Abaga. Uriel Abaga, bonsoir. Bonsoir Laurent. Alors, c'est un plaisir de te recevoir sur Point de Vue pour te présenter. Effectivement, donc, tu es journaliste indépendant. Tu animes une rubrique sur les réseaux sociaux où tu abordes les questions de tous les jours, les questions de société. Et c'est vraiment un plaisir de te lire parce que tu as une touche vraiment particulière, tu as une plume particulière. Et donc, vraiment, je vous invite, à vous tous qui nous suivez, à le suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il aborde, les thématiques qu'il aborde sur sa rubrique sur Facebook notamment. Alors, Uriel, je te reçois ce soir sur Point de Vue avec plaisir pour parler des médias. Tu es journaliste, donc tu es un acteur important des médias au Gabon. Et nous allons parler des médias comme quatrième pouvoir. Nous avons à peu près 20 minutes d'échange, donc on va aller dans le vif du sujet. Comment les médias sont devenus au fil du temps et selon le développement de l'actualité internationale, le rôle avec la politique, etc., on se rend compte que les médias sont aujourd'hui un pouvoir et donc ils sont qualifiés de quatrième pouvoir. Comment cela se fait? Comment cela se traduit-il au quotidien? Comment cela se traduit au quotidien? Bien évidemment, vous savez qu'en ce siècle, et même déjà dans les siècles d'avant et dans les années d'avant, l'information est un pouvoir, l'information était une arme. L'information a toujours été une arme, a toujours été l'une des denrées les plus importantes dans la vie d'un être humain, dans la gestion d'une cité. Aujourd'hui, nous avons des médias, nous avons différents pouvoirs. Je vais prendre l'exemple du Gabon, c'est le pays que je connais le mieux. Il y a trois pouvoirs bien distincts. Le pouvoir exécutif, représenté par le président, par le gouvernement et par toute cette armature-là. Il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire. À côté de ces pouvoirs, mais dans une forme pas aussi officielle, il y a les médias qui constituent le quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir, pourquoi? Parce que les médias ont la possibilité d'élever certains au rang de grands magistrats, au rang de grands présidents de la République, au rang de députés, comme les médias ont la possibilité de les défaire. Ce sont les médias qui ont joué avec l'opinion d'une certaine manière lors de l'élection présidentielle aux États-Unis il y a 4 ans. Parce que à cette époque-là, tous les observateurs, tous les journalistes, toutes les grandes presses du monde donnaient Hillary Clinton vainqueur de l'élection présidentielle. Donc, Hillary, dans l'âme des gens, dans l'opinion autant américaine qu'européenne que mondiale, était la candidate qui allait remporter l'élection présidentielle. Et les médias ont vite fait, après l'élection de Donald Trump à cette époque-là, de dénoncer le fait que les pronostics, les statistiques des entreprises. Mais qu'à cela ne tienne, ils avaient déjà influencé une partie de l'opinion. Et dans cette grande partie de l'opinion-là, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas selon les cas, Hillary Clinton était la bonne personne. Et Donald Trump était plutôt le trouble fait qui essayait d'être président de la République. Donc les médias ont cette puissance-là d'élever des gens, ont cette puissance-là de détruire des gens, de créer des carrières, de détruire des carrières. C'est un catalyseur qui permet à la société en temps normal d'avoir l'information exacte et d'influer même. Les médias influent même sur l'opinion de la masse et des populations. D'accord. Uriel, effectivement, tu parles du rôle des médias, donc leur capacité d'influence. Mais aujourd'hui en Afrique, est-ce que les médias, par exemple au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, ont le même poids que, par exemple, les médias en France? Et quand on parle de médias, d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire tout à l'heure, c'est de définir les médias. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par médias? Est-ce que c'est justement la télévision classique? On en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est tout ce qui se développe à la faveur des réseaux sociaux? Voilà, donc ma question est en double volet.
Le premier volet, c'est de savoir est-ce que l'influence des médias est la même, dépendamment du fait qu'on soit en Afrique ou en Europe ou en Occident. Après, déjà au départ, je vais partager une pensée que j'ai. Dans n'importe quel pays du monde, on n'a que la liberté que le système nous permet d'avoir. Malheureusement, c'est un fait. Après, on peut se battre pour avoir plus de liberté, mais on n'a que la liberté que le système nous permet d'avoir. En Arabie Saoudite, les femmes ont à peine le droit de voter. Les femmes ont besoin de l'autorisation des mâles, des membres de la famille pour voyager. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas forcément le même cas. Donc, déjà, on n'a que la liberté, on a la liberté que le système nous permet d'avoir. En Afrique, l'Afrique n'est pas le plus bel exemple en matière de liberté d'expression, en matière de liberté de la presse. Mais après, il y a de belles spécificités, il y a des avancées qui ont été faites avec le temps. À l'époque, on tuait des gens pour tout et n'importe quoi, on emprisonnait les journalistes pour n'importe quel délit, qu'on appelait entre parenthèses délit de presse. Aujourd'hui, les gens ont plus de liberté d'écrire sur X ou Y sujet, de traiter de tel ou de tel cas. Après, je vais prendre le cas du Gabon, encore parce que c'est le pays que je connais le mieux. Le Gabon permet quand même une certaine liberté aux rédacteurs, aux journalistes et à tous les acteurs de la presse. On parle un peu de tous les sujets, on s'épanche sur tout ce qu'il y a comme fait d'actualité. Mais après, la liberté d'expression au Gabon, la liberté d'expression au Cameroun, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, et à parfaire. J'aime dire aux gens que nous ne sommes pas la Corée du Nord, mais nous pouvons être le Danemark. Donc, autant nous ne sommes pas les cas les plus dramatiques en matière de liberté de la presse, en matière de liberté d'expression des journalistes, autant nous avons beaucoup de travail à faire pour arriver à un niveau où un journaliste peut parler librement sans crainte de représailles, peut éviter de s'auto-censurer parce qu'il aurait dit X ou Y chose qui pourrait lui causer de graves préjudices. Effectivement, tu parles de liberté d'expression, tu parles d'autocensure. Est-ce que aujourd'hui, toi, en tant que journaliste, ton expérience même de journaliste te permet de dire qu'il y a eu une évolution en matière de liberté d'expression, en matière de sécurité, justement, de tout ce qui travaille dans le domaine des médias? Est-ce que vous arrivez à exercer librement en Afrique? Bon, bien entendu, ce n'est pas très juste de dire en Afrique parce que les situations peuvent être différentes selon qu'on soit au Gabon ou au Sénégal ou au Mali. Mais est-ce que, de manière concrète, en tant que journaliste, il y a quand même une amélioration des conditions de travail des journalistes? Bon, il y a forcément une amélioration parce que la société ne fait que s'ouvrir, le monde ne fait qu'être de plus en plus global. Donc nos pays signent des accords, nos pays signent des chartes et qui sont parfois obligés de ratifier, même si ils ratifient sans trop connaître, sans trop maîtriser les tenants, les aboutissants, mais ils finissent par accepter des choses par écrit, même s'ils décident de transgresser le texte qu'ils ont signé, ils sont obligés d'avoir de temps en temps d'ouvrir, d'être un peu plus souple à cause des pressions internationales dues au fait qu'ils ont signé des accords, même s'ils ne comprenaient pas exactement ce à quoi ça renvoyait. Moi, j'ai commencé le métier de journaliste en 2014, donc j'imagine bien que c'est plutôt une période qui est propice à la liberté d'expression, qui est propice à un certain laisser-aller dans le développement de l'exercice de notre profession. Et après, j'imagine bien qu'à l'époque du parti unique, ou un peu plus avant, il était bien plus compliqué d'écrire sur des sujets qui ne plaisaient pas au régime en place. Aujourd'hui, vous prenez l'Union, qui est le média, qui est le premier quotidien public du Gabon, qui est le premier quotidien national, même en termes de parution. L'Union se permet aujourd'hui de faire des articles pour dénoncer telle ou telle autre irrégularité dans le pays. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Ils étaient plus taxés de médias pro-pouvoir et n'avaient pas forcément cette marge de manœuvre-là. Aujourd'hui, les médias gouvernementaux se permettent de faire quelques dénonciations. Dans la presse privée que j'achète assez régulièrement, il y a des articles quand même qui frisent parfois la révolte ou la dénonciation outrancière. Mais qu'à cela ne tienne,
En 2020, en 2016, un peu avant 2014, ou depuis 2010, ou depuis, en tout cas depuis 10 ou 15 ans, il y a un certain laisser-aller, je vais le dire ainsi, ou bien un certain assouplissement des pouvoirs rigides africains vis-à-vis des acteurs de la presse et des acteurs des médias. Ok, donc on retient effectivement qu'il y a une évolution du rôle des médias, enfin, en termes de liberté de la presse et d'expression, même si ça peut être diversement apprécié en fonction des contextes et des pays. Mais Uriel, j'aimerais qu'on aborde un point particulier, c'est la relation entre la presse et la politique, l'environnement de la presse et La l'environnement presse politique, est, les journalistes et l'environnement politique. d'accord. On se rend compte que la frontière est souvent un peu tenue un peu mince, dans le sens où les journalistes peuvent se faire, entre guillemets, acheter ou influencer. Ça peut passer par des moyens de pression, etc. Comment, toi, en tant que journaliste, tu appréhendes ça, sachant que le métier de journaliste au Gabon ou ailleurs un peu compliqué en termes de revenus. C'est-à-dire que ce n'est pas un milieu qui génère énormément de revenus. Par conséquent, certains journalistes peuvent être sensibles aux appels de phare de certains hommes politiques qui voudraient leur faire dire certaines choses. Comment on arrive à gérer ça quand on veut rester un journaliste indépendant et surtout objectif dans ses prises de position? C'est assez compliqué en Afrique parce que toi, tu as l'avantage d'avoir fait la France. Actuellement, tu es en Côte d'Ivoire. Moi, les environnements professionnels que je connais le mieux, c'est le Gabon et le Cameroun. Et j'ai envie de dire, pour m'en désoler, que le métier de journaliste en Afrique, dans les pays que j'ai fréquentés et dans d'autres pays, parce que parfois nous avons des échos, le métier de journaliste en Afrique est très, très précaire. La difficulté, c'est que c'est une précarité entretenue. J'ose le dire. C'est une précarité entretenue par les régimes qui sont parfois totalitaires sans se l'avouer. Nos régimes donc en place précarisent le métier de journaliste parce qu'ils savent que les journalistes bien suivis, bien rémunérés, assez nantis, peuvent être des leaders d'opinion. De la même manière qu'ils précarisent ou ils tiennent à tenir en laisse les hommes d'église, de la même manière qu'ils ont décidé de précariser le sport. Donc, là où il peut avoir, le sport et l'art, les musiciens, les artistes et toute autre chose. Donc, là où il peut avoir, là où des personnes peuvent devenir de gros leaders d'opinion, les régimes que nous avons en Afrique font tout pour précariser ces métiers-là. C'est la difficulté avec le métier de journaliste en Afrique parce que nous n'avons pas des salaires en espèces traînantes, sonnantes et trébuchantes. Nous tirons parfois le diable par la queue et lorsque vous avez des charges, lorsque vous avez des responsabilités, lorsque vous avez des choses à faire avec de l'argent dans votre vie et que vous n'en avez pas suffisamment, vous êtes malheureusement à l'abri de n'importe quelle proposition. Vous êtes malheureusement à l'abri de n'importe quelle option. Donc c'est comme ça que les hommes politiques en Afrique et un peu dans d'autres pays, je prends le cas de l'Europe de l'Est ou de l'Amérique du Sud, et même dans les pays les plus développés, parce que là-bas, vous avez l'impression que ça n'existe pas, mais ça se fait de manière beaucoup plus subtile. Nous sommes beaucoup plus barbares, ou bien beaucoup moins subtils, en tout cas, dans l'accomplissement de ce genre de besogne. Donc, malheureusement, ce n'est pas seulement un fait propre aux journalistes. Les métiers sont tellement précarisés, la pauvreté est parfois tellement bien entretenue que la seule option pour les gens qui veulent s'en sortir est de fricoter, je peux le dire ainsi, avec les tenants du pouvoir et essayer d'avoir quelque chose. Quitte à devenir des caisses de résonance de ces personnes-là, quitte à perdre en objectivité et quitte à perdre même en honneur et en dignité. Effectivement, tu le disais d'entrée de jeu que le pouvoir d'informer est un pouvoir essentiel. L'information, celui qui détient l'information détient plus ou moins la primauté, à la primauté. Celui qui a l'information a une longueur d'avance. Et effectivement, les médias sont au cœur du jeu. Celui qui maîtrise les médias arrive à maîtriser tout l'environnement autour de lui. La question est de savoir aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, avec le développement des nouvelles façons de communiquer,
est-ce que justement les médias, pour se départir de cet étau des hommes politiques, enfin de l'environnement politique, ne devraient pas justement se lancer à corps perdu dans le champ de possibilités qui est ouvert par les réseaux sociaux et donc de développer des formes alternatives de communauté comme nous le faisons aujourd'hui de manière vraiment simple, directe et pouvoir drainer plus de monde et être justement libre dans ce qu'on a envie de passer comme information. Laurent, je vais te prendre mon exemple précis et tu le sais parce que nous nous connaissons quand même depuis un moment. J'ai travaillé à Canal 7, qui était une chaîne privée, mais qui avait un investisseur proche du pouvoir. J'ai travaillé par la suite à Gabon 24, au Gabon qui était à l'intérieur de la présidence de la République et donc la chaîne de la présidence de la République. J'ai décidé de quitter Gabon 24 il y a 2 ans, en octobre 2018, pour faire une aventure personnelle et décider d'être journaliste en indépendant. Ce n'est pas la chose la plus aisée, pas la chose la plus facile, mais ça te permet en fait d'avoir une certaine liberté sur le plan éditorial. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire quand tu es employé de Gabon 24, il y a des choses que tu ne peux pas dire quand tu es employé de Canal 7, comme il y a des choses que tu ne peux pas dire lorsque tu es employé d'Africa 24, de BBC, de CNN, de ABC, parce qu'il y a un investisseur, parfois c'est l'État, parfois c'est un particulier, parfois c'est un groupe de personnes et lobbies qui financent un média. Il y a certaines causes que vous ne pouvez pas défendre en fonction de la ligne éditoriale de vos différents médias. Aujourd'hui, tu as signalé en début d'émission que je suis chroniqueur, que je fais une chronique, une revue de presse hebdomadaire sur les réseaux sociaux. Ça me permet en fait, moi, en indépendant, d'avoir une certaine liberté parce que je n'ai pas de chef. Personne ne me dicte ma ligne de conduite, personne ne me dicte ce que je dois écrire. En fait, j'écris selon ma sensibilité, j'écris selon ce que j'estime propice à partager aux personnes qui lisent, à tous les lecteurs connectés sur ma page. La difficulté maintenant avec les médias que tu exhortes à prendre possession des réseaux sociaux, c'est que ces médias sont dans un cocon traditionnel. Un cocon duquel ils ne peuvent pas forcément se départir. Vous avez des TV5 Monde, vous avez des France 24, vous avez de grosses chaînes de télévision, de gros médias qui ont fait leur réputation sur le journal papier ou à la télé ou à la radio, qui aujourd'hui ont des prolongements sur les réseaux sociaux. Ces prolongements ne sont pas nécessairement un nouveau média, non, c'est le prolongement des médias. Ce sont les mêmes informations parfois qui sont à la radio, qui sont à la télé, qui sont transférées sur les médias. Les réseaux sociaux aujourd'hui donnent un champ de possibilités, un très gros champ de possibilités parce qu'aujourd'hui, je m'en sers pour m'exprimer, je m'en sers pour vivre, je m'en sers pour émettre mes idées. C'est plus aux personnes qui veulent se lancer dans le métier ou aux personnes qui, comme moi, ont jugé inapproprié de subir des pressions de rédaction qui peuvent se lancer sur les réseaux sociaux de plein pied. Mais après, des médias comme France 24 ne font que relayer le travail qui a déjà été fait en rédaction. Des médias comme RFI ne font que relayer le travail qui a été fait en rédaction. Leur demander de changer leur ligne éditoriale, c'est leur demander un peu de se renier. Donc, ils ne peuvent pas se renier. C'est plus aux personnes maintenant qui travaillent dans ces médias-là et qui estiment qu'elles sont étouffées et qu'elles veulent s'exprimer de manière plus libre. C'est à ces personnes-là qu'il faut conseiller d'attaquer les réseaux sociaux et d'essayer de s'exprimer d'une manière plus efficace sur la toile, pour que les gens les suivent, pour que les gens les connaissent, pour que les gens s'identifient à eux. Merci beaucoup, Uriel. Nous arrivons quasiment au terme de notre émission. Juste le temps pour moi de te poser une dernière question ou deux. Est-ce qu'au niveau du Gabon, ou même au niveau continental, vous avez une ligue ou une association de journalistes, indépendants ou pas, qui vous permet de pouvoir discuter en corporation avec les différents corps, puisque vous êtes aussi, même si ce n'est pas officiel, vous êtes quand même un pouvoir. Et puis, dernière question, qu'est-ce qui t'inspire, toi, personnellement, au niveau de tes chroniques? Comment tu trouves l'inspiration? Est-ce que c'est ce que tu observes au quotidien ou c'est du vécu? Voilà, comment tu t'organises pour produire tout ce travail? Est-ce qu'il y a des organisations de journalistes sur le continent? Il y en a forcément, mais qui malheureusement ne sont pas forcément très, très structurées. Au Gabon, il y a l'organisation patronale des médias, l'OPAM, et tout le monde n'est pas membre de l'OPAM pour X ou Y raison. Moi, d'ailleurs, je n'en suis pas membre.
Dans d'autres pays, il y a forcément des associations, il y a forcément des organisations de journalistes. Après, ces hommes de médias devraient mieux se fédérer pour avoir plus d'impact parce que vous avez des ordres de médecins qui sont beaucoup plus organisés, vous avez des ordres d'experts comptables qui sont beaucoup plus organisés. Donc les journalistes gagneraient à se fédérer, à avoir des réseaux plus forts parce qu'il y en a déjà, des réseaux existent. Il y a des réseaux de journalistes par région, il y a des réseaux de journalistes sur le continent, il y a Reporters sans frontières qui est représenté un peu partout. Il y a des plateformes qui permettent aux journalistes de se rassembler, aux hommes de médias de se rassembler et de défendre leur cause. Mais ils gagneraient à mieux se fédérer de manière à avoir plus d'impact sur les personnes qui décident, sur les personnes qui les dirigent. Parce que qu'on ne le veut pas, il y a l'exécutif toujours qui dirige dans tous les États du monde. Comment je m'inspire pour rédiger ma chronique? Ma chronique est une revue de presse. Lorsque vous la lisez, c'est en général, ce sont en général 3, 4, 5 sujets qui sont délivrés dans le texte, mais d'une manière qui fait en sorte que tout le monde se retrouve parce que il y a parfois des ajouts de langue vernaculaire, il y a parfois des scènes que tout le monde peut reconnaître parce que nous avons tous un parent un peu fainéant, nous avons tous un parent un peu malhonnête ou ancien délinquant, nous avons tous un parent qui n'entre pas dans les canaux, je vais le dire ainsi, conventionnels. Donc, ce qui m'inspire, en fait, c'est tout. Je vais en terrasse, je vais au restaurant, je monte dans un bus, je monte dans le taxi, je marche, je vois des choses et tout ce qu'il y a dans mon environnement m'inspire et les journaux que j'achète le matin, les journaux que je consulte en ligne m'inspirent pour rédiger ma chronique. Eh bien, merci beaucoup, Uriel, pour tous ces éclairages. Comme nous avons l'habitude de le faire pour Point de vue, je vais te donner 30 secondes si tu souhaites aborder une carte blanche. Peut-être pour moi aussi le temps de rappeler qu'il y a encore trop de journalistes qui sont emprisonnés, qui sont enlevés, qui n'arrivent pas à exercer leur métier de la façon la plus sereine possible, que ce soit les reporters, etc. Donc c'est aussi l'occasion de rappeler que le droit d'informer est un droit et que les journalistes doivent pouvoir exercer leur métier dans toutes les conditions de sécurité possibles. Je te donne ta carte blanche avant de prendre congé de toi. Le métier de journaliste est encore assez précaire en Afrique, je l'ai dit plutôt en raison des régimes qui sont toujours totalitaires et qui ne se lavent pas. C'est plus une exhortation aux tenants du pouvoir de se montrer beaucoup plus souple. Informer est un droit, avoir l'information est un droit, donc informer est un devoir pour le journaliste. Bâillonner les gens de manière continuelle ne permet pas de faciliter la transmission de l'information et contribuer à ce que nos pays ne soient pas des démocraties réelles en 2020, alors que nous sommes dans le processus de démocratisation de nos États depuis bientôt 30 ans. Donc, c'est un appel aux tenants du pouvoir. Il ne faut pas réprimer pour réprimer, il ne faut pas enfermer les gens pour les enfermer, pour le plaisir de les enfermer. On ne vous insulte pas forcément, on ne vous diffame pas forcément. Je le dis toujours ainsi, si le ministre qui est censé faire l'eau et l'énergie ne le fait pas, si dans mon quartier il n'y a pas d'eau, dire qu'il n'y a pas d'eau dans mon quartier n'est pas une diffamation, n'est pas une injure, ce n'est que la vérité que je ne fais que transmettre. Donc, c'est une exhortation aux tenants du pouvoir de se montrer plus souple et aux journalistes de se montrer plus professionnels parce que c'est vrai aussi qu'il y a des lits de presse, mais parfois il y a beaucoup de laisser-aller dans la manière à laquelle... Voilà, donc Uriel, merci beaucoup. Merci pour ton passage à Point de vue. Nous te réinviterons pour débattre à nouveau du rôle des médias en regard du développement de l'actualité. À vous qui nous suivez, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et nous vous souhaitons une excellente soirée et à très bientôt pour un nouveau numéro de Point de vue.